Mesdames et messieurs, bonjour, ici Vincent Aurélien-Popin. Bienvenue à votre bulletin de nouvelles TVCL où nous couvrons toute l'actualité du territoire des Laurentides, d'une partie de Lanaudière ainsi que d'une partie de l'Outaouais. Et nous commençons cette semaine avec la municipalité de Piémont qui a procédé le mois dernier à une plantation d'arbres adaptés au changement climatique au parc Gilbert-Aubin dans le cadre du budget discrétionnaire du comité consultatif en environnement. 15 arbres ont été plantés autour du stationnement et 25 autres sur des talus entre la patinoire extérieure et le lac du Mont-Charbonneau. Composé de 5 membres citoyens, d'un représentant du milieu des affaires ou d'un organisme environnemental et d'un conseiller municipal, le comité consultatif en environnement a pour mandat de planifier des projets écologiques et de coordonner la foire de l'environnement. Ces nouvelles zones végétalisées permettront une renaturalisation progressive du site en réduisant les îlots de chaleur, en renforçant la canopée et en améliorant la résilience climatique du parc. Le peuplement est constitué d'essences locales et résistantes telles que le micocoulier occidental, le chêne blanc, le chêne écarlate, l'érable argenté, le saule noir et le charme de Caroline. D'autres plantations viendront bonifier le site, notamment autour de la patinoire et des aires de jeu, afin de préserver et d'enrichir cet espace naturel prisé par des Piémontais d'aujourd'hui et de demain. La Ville de Prévost rappelle à ses citoyens que plusieurs défibrillateurs externes automatisés, aussi appelés DEA, sont disponibles dans divers édifices municipaux et inscrits au registre officiel de DEA Québec, assurant ainsi un accès rapide en cas d'urgence cardiaque. Ces appareils, simples d'utilisation, peuvent véritablement sauver des vies en attendant l'arrivée des services d'urgence et pour les localiser facilement, il suffit de télécharger l'application gratuite DEA Québec qui permet de repérer en quelques secondes l'appareil le plus près. Bien sûr, en situation d'urgence, il demeure essentiel de composer immédiatement le 911, mais chaque seconde compte et une intervention rapide avec un DEA peut augmenter de façon considérable les chances de survie. Rester informé, équipé et prêt à agir car un geste simple peut faire toute la différence. Durant l'été 2025, la Ville de Prévost a accueilli la brigade des bacs de Tricentris pour une vaste opération de sensibilisation et d'inspection du tri des matières recyclables, au cours de laquelle 1371 bacs ont été vérifiés sur une période de 8 semaines, soit environ 20 % du territoire résidentiel. Et les résultats sont extrêmement positifs puisque 94,5 % des foyers ont obtenu la mention « Bravo » pour un tri conforme et efficace, tandis que seulement 5,5 % des bacs ont reçu la mention « Oups », principalement en raison de la présence de matières non recyclables, comme le bois, les tissus, le polystyrène ou certains matériaux, ou encore une fois pour des pratiques à corriger, telles que les boîtes de carton non dépliées ou les matières recyclables en sachet. Bien que ces erreurs puissent sembler mineures, elles ont des impacts concrets, notamment des débordements, des couvercles mal fermés favorisant l'infiltration d'eau et des complications dans les centres de tri pouvant aller jusqu'au bris d'équipement, ce qui rappelle l'importance de bien trier. Comme le soulignent les membres de la brigade, chaque matière à sa place pour être valorisée. Trouvons-lui le bon chemin. Et la Ville remercie chaleureusement les citoyens et citoyennes pour leur engagement et leur rigueur qui permettent à Prévost de se démarquer par l'excellence de ses pratiques et de contribuer activement à la protection de l'environnement et à la valorisation des matières recyclables. La Ville de Prévost partage plusieurs nouvelles et activités pour la saison automnale. La nouvelle avenue du 4 mai est désormais ouverte et vient améliorer la fluidité de la circulation tout en soutenant le développement du secteur du cœur des courants, avec des aménagements valorisant la mobilité active et la convivialité. Rappelons aussi que l'installation des abris d'auto temporaires est permise du 15 octobre au 15 mai, conformément à la réglementation municipale visant un déneigement efficace et que le stationnement de nuit dans les rues est interdit du 1er novembre au 1er avril, sauf indication contraire publiée via l'application mobile de la Ville. Par ailleurs, l'hiver étant le moment idéal pour mesurer le radon dans les habitations, des trousses sont disponibles à la bibliothèque au coût de 30 $, une initiative importante
puisque 35 % des résidences testées en 2023 dépassaient les seuils recommandés. Côté activité familiale, les jeunes de 3 à 5 ans sont invités aux heures du compte spécial ainsi qu'aux séances. Elles sont invitées aux heures du compte spécial en octobre tant qu'en novembre, tandis que les tout-petits de 0 à 12 ans pourront participer à l'atelier d'éveil à la lecture le 18 novembre prochain à la bibliothèque. Le marché de Noël de Prévost se tiendra quant à lui les 15 et 16 novembre à l'école du Champ-Fleury, une occasion parfaite de découvrir artisans et produits locaux. En matière de sport, des périodes libres de badminton et de pickleball sont offertes au gymnase de l'école du Champ-Fleury selon un horaire hebdomadaire varié. Enfin, le Comité régional pour la protection des falaises mène actuellement sa campagne de financement 2025 afin de soutenir la conservation de ces milieux naturels d'exception, les dons étant acceptés jusqu'au 30 novembre. Pour les détails, inscriptions et mises à jour, les citoyens sont invités à consulter le site web de la Ville de Prévost. La Ville de Prévost a procédé à la revitalisation des parcs Lesage et Chopin en remplaçant le sable de certaines aires de jeu par du paillis, initiative qui permet d'améliorer la qualité et la sécurité de ces espaces destinés aux familles. En plus d'offrir un environnement plus agréable pour les enfants et leurs parents, ce changement contribue à réduire la présence de guêpes de sable qui, bien qu'inoffensives, deviennent souvent nombreuses vers la fin de l'été dans les zones sablonneuses du Québec. Par ce projet, la Ville démontre sa volonté de maintenir des lieux de loisirs conviviaux et sécuritaires, favorisant ainsi le bien-être et la tranquillité des usagers. La MRC d'Antoine Labelle annonce qu'elle assumera désormais directement le service de développement local, mettant fin à la délégation de ce mandat au CLD de la MRC d'Antoine Labelle, dans une volonté d'ajouter de la valeur aux actions de planification qu'elle mène et de favoriser une meilleure collaboration, davantage d'innovation et une optimisation des ressources au bénéfice du développement économique du territoire. Présente dans ce rôle depuis la création d'une première structure dédiée au développement économique régional en 1971, devenue en 2004 le CLD de la MRC d'Antoine Labelle. La MRC réunit maintenant l'ensemble des expertises sous une même entité, à la suite d'une décision prise le 29 avril dernier afin de renforcer sa capacité d'action, de soutenir la croissance économique, de mieux accompagner les municipalités et de rapprocher les interventions en développement local de celles liées à l'aménagement du territoire. Le comité aviseur sera révisé afin de continuer à représenter les intérêts du milieu des affaires et à accompagner la MRC dans ses décisions stratégiques, tout en garantissant la qualité des services offerts. Les entrepreneurs pourront continuer de bénéficier de l'accompagnement complet de la Maison de l'entrepreneur, qui demeure la porte d'entrée pour les promoteurs à toutes les étapes de leur projet. Cette transition représente une occasion de renforcer la vision collective du développement, de consolider l'écosystème entrepreneurial local et de bâtir un territoire encore plus dynamique, innovant et prospère dans la MRC d'Antoine Labelle. Le comité jeunesse de la MRC d'Antoine Labelle lance son appel de candidature annuel pour pourvoir 12 sièges, invitant les jeunes du territoire à s'impliquer activement dans leur communauté et à contribuer à la dynamisation du milieu. Cette année, les municipalités de Chute-Saint-Philippe, Kiamika, Lac-des-Écorces, Mont-Laurier, Mont-Saint-Michel, Nomineng, Notre-Dame-de-Pontmain, Rivière-Rouge et Sainte-Anne-du-Lac voient leurs sièges en élection, en plus des sièges actuellement vacants à la Macasa, Lac-Saguet et Lac-Saint-Paul. Les personnes intéressées âgées de 15 à 35 ans et résidant sur le territoire peuvent soumettre leur candidature jusqu'au 28 novembre en remplissant le formulaire disponible au mrcal.ca/participation, citoyenne, comité, jeunesse, AD, vision, appel, de, candidature, 2025. Puis, ces personnes seront conviées à une courte entrevue avec le comité de travail. Aucune expérience particulière n'est requise, il suffit d'être curieux, ouvert, motivé à développer de nouvelles compétences et intéressé par des enjeux variés comme l'environnement, la santé mentale, le développement régional ou les milieux de vie. Composé de 17 jeunes de 15 à 35 ans, le comité jeunesse de la MRC d'Antoine Labelle a pour mission d'élaborer un plan d'action, de mettre en œuvre des projets et événements destinés aux jeunes et de favoriser leur participation aux décisions locales grâce au soutien financier des élus de la MRC. Pour suivre ces activités et rester informé, vous pouvez vous rendre sur les pages Facebook et Instagram du comité jeunesse AD Vision.
Lors de sa séance du 11 septembre dernier, le comité administratif de la MRC d'Antoine Labelle a adopté une résolution demandant au ministère de la Culture et des Communications de préciser l'échéancier concernant l'analyse et la décision sur le potentiel classement de la gare de Mont-Laurier. Cette démarche, déposée en vertu de la loi sur le patrimoine culturel, vise à démontrer la volonté de la MRC de faire progresser ce dossier emblématique et de souligner la mobilisation du milieu. Fermée d'urgence en 2022 par le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour des raisons de sécurité, la gare fait depuis l'objet de nombreuses actions de la MRC sur la création de comités sur l'avenir du bâtiment, financement d'une étude patrimoniale et tenue d'une consultation publique afin d'impliquer la population dans la réflexion sur sa vocation future. La gare de Mont-Laurier est un lieu hautement symbolique et porteur pour la communauté et la MRC veut être en mesure de planifier les prochaines étapes de façon responsable et transparente. Et pour ce faire, il est essentiel que le ministère de la Culture et des Communications communique rapidement son échéancier quant à la demande de classement. C'est ce que déclare le préfet de la MRC, Daniel Bourdon. Par cette résolution, la MRC souhaite obtenir la prévisibilité nécessaire pour planifier ses interventions futures en cohérence avec les attentes de la population et des partenaires régionaux. La MRC d'Antoine Labelle et le Centre d'innovation sociale en agriculture, aussi appelé le CISA, convient l'écosystème bioalimentaire régional au forum Plus d'ici d'Antoine Labelle le mercredi 5 novembre 2025 dès 8h30 à l'espace Théâtre de Mont-Laurier, dans les salles panoramiques situées au 543 rue du Pont. Il s'agit d'une journée de rencontres rassemblant producteurs, transformateurs, distributeurs, entreprises bioalimentaires et restaurateurs, pourvoyeurs et gestionnaires de services alimentaires institutionnels afin de lever les freins et de trouver des solutions concrètes pour augmenter la part d'aliments locaux dans les menus des institutions et des entreprises. Au programme, présentation du portrait diagnostic du territoire, conférences, témoignages, chantiers collaboratifs, promotion de l'offre locale auprès de la restauration, de l'hôtellerie et des institutions, meilleur arrimage d'offres-demandes, logistique et transport des aliments, maillage entre acteurs, ateliers d'intelligence collective, panels inspirants, réseautage, découverte de produits d'ici et 5 à 7 gourmands. La présidente d'honneur Anne-Virginie Schmitt, qui est la cofondatrice des miels d'Anisette, incarnera l'esprit du forum en mettant de l'avant innovation, qualité et convivialité. L'événement s'inscrit dans une démarche territoriale structurante amorcée en mars et financée par le MAPAC dans le cadre du programme de développement territorial et sectoriel 2023-2026 et appuyé par la méthodologie d'innovation sociale du CISA afin de co-construire un plan d'action adapté aux réalités régionales. Pour inscription et renseignements, remplissez le formulaire disponible sur la page web de la MRC d'Antoine Labelle ou tentez de rejoindre Nadia Brosseau au 819-623-3485 au poste 213 ou à l'adresse courriel pdzA@mrcal.ca. La MRC d'Antoine Labelle félicite chaleureusement Mme Audrey Lebel, directrice du développement local, pour l'obtention du prix développeur de l'année 2025 décerné par l'Association des professionnels en développement économique du Québec, aussi appelée APDEQ. Cette reconnaissance souligne son leadership inspirant, sa capacité à mobiliser les acteurs du milieu et son engagement à faire rayonner le développement économique à l'échelle régionale et provinciale. Depuis plus de 10 ans, Audrey Lebel contribue à la concrétisation de projets porteurs tels que la Maison de l'entrepreneur, le projet Radar en entrepreneuriat et une cohorte en développement durable visant à soutenir la transition des entreprises vers des pratiques responsables. Détentrice de la certification de développeur économique de l'APDEQ et diplômée de 2e cycle en développement local de l'Université de Sherbrooke, elle incarne le professionnalisme, la rigueur et la passion au service de sa communauté. En recevant cette distinction, elle a tenu à partager cet honneur avec ses collègues, partenaires et entrepreneurs, rappelant que cette réussite collective témoigne du dynamisme et de la vitalité de la région d'Antoine Labelle. La MRC des Laurentides invite l'ensemble de la population à participer activement à l'élaboration de son tout premier plan climat, une démarche essentielle pour orienter les actions du territoire face au changement climatique. Un sondage en ligne d'une durée d'environ 10 minutes est ouvert jusqu'au 12 novembre 2025 afin de recueillir les préoccupations, les enjeux et les priorités des citoyens. Les participants courent la chance de remporter des prix offerts par des entreprises locales dont le tirage aura lieu le 13 novembre. Cette consultation publique marque une étape clé du processus qui se poursuivra en novembre par des soirées d'échange destinées à présenter les résultats du sondage et l'avancement du plan. Le plan climat, dont la finalisation est prévue pour février 2026, visera à définir des actions concrètes et collectives pour bâtir un avenir durable et résilient dans la MRC des Laurentides.
Les croque-livres, ces petites boîtes colorées destinées aux enfants de 0 à 12 ans, offrent un espace de partage où il est possible de déposer ou de prendre gratuitement des livres afin de favoriser le plaisir de lire et le recyclage des histoires. Présent à l'année dans différents parcs de la ville de Saint-Sauveur, au parc John H. Molson près des Jeux d'eau, au parc Camille Michel, au parc Georges Filion ainsi qu'au parc 05 ans à côté du chalet Pauline Vanier. Ils seront même déneigés cet hiver pour en assurer l'accès, invitant ainsi les familles à faire une halte pour découvrir de nouveaux récits et vivre un moment d'échange et de magie littéraire avec leurs tout-petits. La Ville de Saint-Sauveur est fière d'annoncer l'adoption d'une déclaration de soutien aux organismes, une démarche qui témoigne de sa volonté d'accompagner de manière structurée et équitable les acteurs du milieu communautaire, culturel et de loisirs. Consciente de l'évolution constante des besoins de la population, la Ville souhaite par cette déclaration jeter les bases de sa future politique de soutien aux organismes dont l'adoption est prévue en 2026 et qui assurera une meilleure cohérence avec les ressources municipales disponibles, les besoins réels des Sauverois et Sauveroises, ainsi que la vision municipale pour le développement de son territoire. Cette initiative reflète l'engagement de la Ville à reconnaître et valoriser l'action bénévole, tout en offrant un accompagnement adapté aux réalités de chaque organisme afin de consolider la collaboration avec ses partenaires essentiels qui contribuent à la vitalité et à la solidarité du milieu. Elle vise également à garantir un cadre propice à l'épanouissement d'une communauté saine, dynamique et inclusive où les organismes disposent du soutien nécessaire pour poursuivre leur mission auprès des citoyens. La Ville de Sainte-Adèle annonce une nouvelle formule pour soutenir l'inscription des jeunes Adélois de 17 ans et moins au programme de glisse, offrant désormais un remboursement de 100 $ par enfant inscrit à un cours de ski dans l'une des 2 stations situées sur son territoire, soit Sommet Gabriel ou Ski Chanteclair, afin d'offrir plus de flexibilité aux familles quant au choix de la station, du niveau et de l'horaire. Les parents peuvent inscrire leurs enfants dès maintenant, puisque les places se remplissent rapidement, puis soumettre une preuve d'inscription et de paiement pour obtenir le remboursement, lequel sera versé annuellement au mois de novembre, à condition que l'enfant soit résident de Sainte-Adèle et que la démarche soit déposée dans l'année du cours ou dans l'année suivant l'inscription, une mesure qui vise à encourager la pratique sportive et à permettre aux jeunes de profiter pleinement de l'hiver, avec plus d'informations disponibles auprès du service des loisirs au 450-229-2921, au poste 7244 ou à l'adresse courriel loisirs avec un S à commercial-vdsa.ca. À Sainte-Agathe-des-Monts, le maire Frédéric Brouet et les 6 conseillers municipaux ont officiellement été assermentés le 24 octobre après avoir été élus sans opposition lors de la fermeture de la période de mise en candidature le 3 octobre dernier. La cérémonie présidée par la greffière et présidente d'élection, Mme Stéphanie Allard, marque le début d'un nouveau mandat placé sous le signe de la continuité, du travail d'équipe et de l'ambition pour la communauté. Dans son allocution, le maire Brouet a remercié les citoyens pour leur confiance et réaffirmé l'engagement du conseil à bâtir une ville inclusive, durable et proche de ses résidents, en mettant de l'avant des projets porteurs comme la revitalisation du centre-ville, l'amélioration de l'offre culturelle et récréative et l'accélération de la transition écologique. Il a souligné l'importance de l'engagement citoyen et de la collaboration avec une équipe d'élus mobilisés pour faire rayonner Sainte-Agathe-des-Monts. La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le 18 novembre à 19h à la place Lagny. La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts a dévoilé sa nouvelle politique municipale Amis des aînés et familles 2025-2029, une démarche stratégique ambitieuse qui vise à améliorer la qualité de vie des Agatois et Agatoises de tous âges, avec une population où 3 430 personnes sont âgées de 65 ans et plus et 1 325 enfants de 0 à 14 ans enrichissent les quartiers. Cette politique place les aînés, les familles et les adolescents au cœur des décisions municipales et s'articule autour de 3 grands principes. Offrir un milieu de vie sain favorisant le vieillissement actif, collaborer avec les partenaires du milieu pour soutenir les familles et adolescents et valoriser l'engagement citoyen comme moteur de solidarité. Elle repose sur 7 champs d'intervention prioritaires, soit l'habitation et le milieu de vie, les espaces extérieurs et les bâtiments, l'espace communautaire et culturel, les loisirs, la participation sociale, le respect et l'inclusion sociale, ainsi que la santé et les services communautaires. Issue d'une vaste consultation amorcée en 2024 auprès des citoyens, organismes et résidences, cette politique traduit une planification stratégique porteuse et marque une nouvelle étape dans l'engagement de la Ville à bâtir un milieu de vie inclusif, accueillant et adapté aux besoins réels de toute la population.
La ville de Sainte-Agathe-des-Monts, dans le cadre de la mise en œuvre de son plan stratégique 2024-2029, lance une démarche participative afin de recueillir l'opinion de ses citoyens et partenaires sur les types de commerces qu'ils souhaiteraient voir s'implanter sur le territoire. Ce sondage vise à adapter l'offre commerciale aux besoins et aspirations de la communauté, permettant ainsi à la ville de mieux comprendre les attentes de la population et d'orienter ses actions de façon cohérente et durable. La participation des résidents est donc essentielle pour bâtir une ville qui leur ressemble et chacun est invité à prendre quelques minutes pour répondre à ce sondage et contribuer activement à l'avenir commercial de Sainte-Agathe-des-Monts. Grâce à cette initiative, la ville souhaite construire avec et pour ses citoyens un milieu de vie dynamique, accueillant et véritablement en phase avec les besoins collectifs. Revenez-nous après la pause pour une entrevue avec Ange-Aimée Bergeron, doula et massothérapeute. J'aime mieux sortir les poubelles que faire mon budget mensuel. Ouvrir la poche de hockey que d'ouvrir mes relevés. Promener Kiki sous la pluie que gérer mon crédit. Mais si on donnait un peu d'amour à nos finances. J'ai de l'argent dans un fonds d'urgence. On aimerait bien plus ça qu'on pense. Et si on donnait un peu d'amour à nos finances? Nous sommes maintenant avec Mme Ange-Aimée Bergeron, qui est doula et qui est également massothérapeute. Mme Bergeron, ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va très bien, merci. Fantastique. Je vous remercie d'abord d'être avec nous pour nous expliquer tout d'abord ce qu'est une doula, ce que fait une doula et comment une doula peut être utile à toutes les personnes qui sont enceintes et qui veulent peut-être utiliser une façon de faire un petit peu moins traditionnelle. Ah oui, c'est une excellente question. Premièrement, les gens se trompent souvent entre une doula et une sage-femme. Mais en fait, une sage-femme, c'est vraiment un suivi médical, c'est un diplôme universitaire, c'est un travail en maison de naissance. Une doula, c'est vraiment plus un support physique et émotionnel. On peut avoir toutes sortes de formations connexes. Souvent, les doulas font d'autres choses aussi, comme moi, je suis massothérapeute. Sauf qu'à la base, on fait une formation à une école reconnue. Puis ensuite, on est équipé pour donner les cours de préparation à la naissance. Donc, on fait les cours prénataux, qui sont un peu différents de ceux du CLSC, qui sont plus complets, si je pourrais dire. Puis, on se présente à l'accouchement. Donc, on connaît la famille, on a notre téléphone ouvert à partir de la 37e semaine, 24 heures par jour. Donc, on se rend sur les lieux de la naissance, puis on reste présent tout le long de la naissance, jusqu'à temps que le bébé soit né, je dirais au moins 2 heures après. Puis, on a une rencontre en postnatal à la maison, en privé, après le ciné. Vous avez dit quelque chose que j'ai trouvé super intéressant. Vous avez dit que c'est du support physique et c'est du support également émotionnel. Le système de santé québécois n'est pas reconnu, disons, pour la proximité qui peut se développer entre le soignant, entre le médecin et le patient. Est-ce que donc cette possibilité de développer une intimité émotionnelle, un soutien émotionnel avec vos patients, les personnes que vous accompagnez, est-ce que c'est quelque chose qui vous a attiré dans ce milieu-là? Ah oui, c'est sûr, à 100%. En fait, j'étais massothérapeute à la base. Ça fait depuis 2005 que je suis massothérapeute, donc 20 ans. Puis, j'aimais beaucoup, c'est ça, travailler un à un avec les personnes. Puis, je trouve qu'il y a déjà beaucoup de similitudes entre la massothérapie et l'accompagnement à la naissance parce qu'on est dans la... C'est vraiment dans la... Bien, on ne fait pas le support émotionnel en massothérapie, mais par contre, on est vraiment proche des personnes, on est dans le toucher, on est dans la bulle des gens. Mais par rapport au support émotionnel, c'est sûr que qu'est-ce que les clients apprécient, c'est que peu importe le nombre de chiffres qui passent en soins, parce qu'aux 8 heures, les infirmières changent de corps de travail. Le médecin aussi, on ne sait pas c'est lequel qui va être présent. Il y en a plusieurs qui rencontrent au courant de la naissance. Mais là, la doula est là, puis elle est présente pour soutenir la personne. Oui, dans toute sa vulnérabilité, je pourrais dire. C'est sûr que donner naissance, accoucher, c'est un moment... C'est le moment le plus vulnérable de la vie d'une femme, oui, je peux comprendre. Oui, c'est ça. Tu sais, autant que la femme est forte, elle est faite pour accoucher, mais de mettre un contexte qui facilite ça. Donc, c'est sûr que
c'est parfait que les infirmières, les médecins soient là parce qu'on a besoin d'eux, puis de la surveillance et tout. Sauf que la doula, c'est ça. Elle est là pour combler, je dirais, oui, sans... Vous apportez une stabilité additionnelle comparativement aux soignants traditionnels. Mais c'est certain que, vu qu'on a fait les cours de préparation à la naissance avant ensemble, bien, on se connaît. Je connais déjà les désirs de la personne. Ouais. On a déjà parlé à l'avance des interventions possibles, de qu'est-ce qu'ils préfèrent. Donc, eux, ils n'ont plus besoin de se soucier de ça, puis ils peuvent se concentrer plus sur qu'est-ce qu'ils ont à vivre. Moi, j'ai une petite question, là. Massothérapie, c'est un milieu quand même... c'est un environnement contrôlé. On sait ce qui se passe lorsqu'on donne un massage à une personne. Un accouchement, c'est tout le contraire. Il y a des choses qui peuvent arriver qu'on ne peut pas prévoir. Ce n'est pas aussi, disons, hermétique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris lorsque vous avez accompagné votre première personne lors d'un accouchement? J'imagine que oui. Là. Oh oui, c'est certain que l'intensité de l'accouchement... C'est ça, c'est pas possible de se préparer pour ça. Vous pouvez le lire dans vos bouquins, vous pouvez étudier, mais lorsque vous ne l'avez pas vécu, c'est difficile à comprendre. Là. Oui, il y a beaucoup d'imprévus. C'est sûr, un accouchement, mais la base qui est vraiment importante puis appréciée de toutes les personnes, c'est la personne qui vit l'accouchement, mais aussi le conjoint, la doula, c'est de se ramener dans le présent, une contraction à la fois, de ne pas justement être dans le qu'est-ce qui pourrait aller mal ou qu'est-ce qui se passe comme de pas correct, parce qu'à ce moment-là, on vient dans un cycle de tension, de peur, de douleur qui augmente. Donc, c'est ça. De revenir, on apprend des techniques de respiration, de se recentrer. Pouvez-vous approfondir un petit peu cette notion de se concentrer sur le présent? Parce que vous avez dit ça, puis moi, la première chose à laquelle j'ai pensé, parce que j'ai jamais accouché, mais la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est quand une personne court. Disons qu'on court un marathon. Rendu au kilomètre 5, il faut penser au kilomètre 6. Il ne faut pas se dire « Ah, merde, il me reste 36 autres kilomètres à courir. Fait que c'est se concentrer sur ce que je peux voir devant moi, ce que je peux toucher, voir, ce qui va arriver prochainement pour ne pas se décourager ou pour ne pas comme, perdre d'espoir. Puis expliquez-nous un petit peu l'importance de ça, de s'accrocher au présent. Oui, je pense que vous l'avez quand même résumé une partie. C'est certain que oui, pour ne pas, comme vous dites, se décourager puis d'être dans l'anxiété de plus tard. Non, parce que parfois, ça peut aller très vite du début, parce à l'hôpital, ils mesurent des fois le col, comment il s'ouvre pour laisser passer le bébé. Oui. Mais ça ne veut rien dire. Des fois, il est ouvert à un certain nombre de centimètres, puis ça peut passer très vite à beaucoup. Mais si jamais ils voient que ce n'est pas beaucoup, ça n'a pas augmenté rapidement, mais là, ils peuvent se décourager. C'est sûr qu'il faut se centrer, je dirais, de prendre le temps de juste respirer, parce que chaque contraction, c'est comme une vague. Ça vient, ça augmente, puis ça descend et ça repart. Donc, si on est capable vraiment de la vivre une à la fois, bien, ça paraît moins comme une montagne. C'est vraiment une bonne technique simple. Vous dites une chose avec laquelle, pas que je suis en désaccord, mais je veux qu'on en parle pour savoir si je suis en désaccord. Parce que l'une des choses les plus importantes pour un être humain, c'est de savoir que nous sommes en contrôle de notre vie et que si nous travaillons sur nous-mêmes, nous pouvons améliorer le cours de notre vie. Savoir que ce que je peux faire au quotidien peut changer ma vie, peut améliorer ce que je suis, ce que je vis. Vous dites, par contre, que la naissance, la façon dont une personne naît peut affecter le cours d'une vie. Puis ça va, si on veut, un petit peu à l'encontre de ça, dans le sens où moi, je n'ai pas de contrôle sur comment je vais naître. C'est quelque chose qui est dans mon passé. J'étais hors de contrôle de ça. Donc, comment est-ce qu'une chose qui arrive au tout début d'une vie, sur laquelle je n'ai pas le contrôle, peut affecter une personne pour le reste de sa vie et comment sa vie va se développer? OK. Je pense au début, j'avais mal compris un peu la question, mais c'est sûr que il y a beaucoup de choses qui se passent à la naissance, oui, qui nous affectent. Comme, mettons, si on a une naissance un peu plus, comment je pourrais dire, traumatisante, si la mère a eu une césarienne, ça, on pourra en reparler, mais il y a une naissance sur 3 en ce moment qui se passe en césarienne. Okay. Donc, c'est sûr que l'allaitement va être affecté.
C'est plus difficile de débuter l'allaitement, si l'allaitement est affecté. Le lien, attachement mère-enfant peut être plus difficile aussi si la mère émotionnellement a trouvé ça plus difficile comme épreuve. Mais c'est sûr que par rapport au contrôle, il y a plein de choses qu'on peut faire avant, pendant les cours prénataux, pour avoir le maximum de contrôle sur la naissance, qui peut aider. Parce qu'on va être moins dans la peur quand on connaît ce qui nous attend. Tu sais, quand on connaît à peu près les stades de la naissance, qu'est-ce qu'on peut ressentir, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que la personne qui accompagne peut faire pour nous supporter. Puis c'est important d'avoir réfléchi à ça avant, parce que notre cerveau, pendant l'accouchement, change. Les ondes cérébrales ralentissent. Il faut être capable de ne pas réfléchir. Ce qui est plus difficile si on n'a pas réfléchi à l'avance. C'est peut-être moi qui avais mal compris, parce que moi, je pensais que vous disiez que... Disons que moi, je suis né en 1992. Ça fait un petit bout. Si ma naissance s'était mal passée, moi, je pensais que vous vouliez dire que la mauvaise naissance de moi aurait pu affecter la vie à moi. Mais là, ce que vous dites, c'est ça affecte la vie de la mère. Bien, en fait, Ou les deux. C'est sûr que ça affecte, je pense que ça affecte, oui, les deux. Okay. Puis je pense qu'il faut porter une grande importance à la naissance. Souvent, on dit « Ah, le bébé va bien, la maman va bien » parce qu'ils sont en santé, parce qu'ils sont vivants. Mais des fois, ça va au-delà de là. En fait, se sentir, parce qu'il y a un gros taux de personnes qui sentent qu'ils ont eu un accouchement traumatique, mais ça, c'est leur vision. C'est sûr que pour eux, avec les outils qu'ils avaient, avec qu'est-ce qui s'est passé, ils ont trouvé ça traumatisant. Une autre personne pourrait dire, moi, j'ai eu une césarienne puis j'ai pas trouvé ça traumatisant. Fait que, tu sais, c'est propre à chacun puis il faut faire attention, je pense, avec le traumatisme, mais il faut pas nier non plus que c'est ça que la personne a vécu puis que ça peut affecter, oui, les premiers mois de vie. On vit dans un monde qui est malheureusement de plus en plus polarisé. C'est difficile pour les gens de mettre de l'eau dans leur vin puis de trouver des compromis puis de voir le monde du point de vue d'autres personnes. Et donc, d'un côté, on a la science du corps et de l'autre, on a l'intuition du cœur. Comment est-ce que vous faites pour marier les deux dans ce que vous faites? Parce que, encore une fois, c'est un milieu où les deux sont importants, j'imagine. Oui, c'est sûr qu'on a besoin de... En fait, comment que je procède quand on fait les cours prénataux, je travaille vraiment fort pour tout rassembler au même endroit, pour avoir vraiment une préparation qui est autant scientifique, parce qu'on voit les faits. Je me base sur des recherches, les dernières recherches qui ont été faites, donc c'est des faits objectifs. Donc, les gens peuvent connaître les interventions, leurs alternatives, les risques, les bénéfices et tout. Fait que ça, ce côté-là, je trouve que c'est très scientifique. Mais aussi, j'ai mis des méditations en ligne, j'ai mis des entraînements qui sont ciblés pour le corps de la femme enceinte. J'ai fait une formation de 5 mois qui est juste pour ça. Donc, je pense que c'est essentiel d'avoir la préparation aussi physique et mentale parce que, comme je disais, j'ai parlé un peu du cerveau qui changeait pendant la naissance, mais on ne peut pas se servir de son cerveau rationnel pendant qu'on accouche. Puis, ça, c'est, en fait, à cause de ça, il faut être capable que l'autre personne qui accompagne soit au courant. C'est pour ça qu'on fait les cours prénataux ensemble. Ouais. Le partenaire, la partenaire, c'est quoi faire, comment agir. Puis l'autre personne peut être plus dans son côté de cœur, plus dans ses ressentis, plus dans son corps. Puis c'est sûr que si elle a pratiqué ça pendant la grossesse, bien, c'est plus facile d'atteindre ses ressentis, son intuition, qu'est-ce que son corps lui dit. Lors de la grossesse, est-il plus important pour une femme de se préparer physiquement ou de se préparer mentalement / émotionnellement? Et à quel moment dans les deux processus est-ce que le partenaire peut intervenir et accompagner cette préparation-là? C'est sûr qu'à partir du 2e trimestre, on commence à envisager les cours de préparation à la naissance. Puis, je dirais ça, c'est sûr que préparation mentale et physique, le partenaire est moins, comment je peux dire, il ne va pas faire les exercices pour se préparer son corps, ni la méditation, mais c'est important qu'il soit au courant que l'état de conscience de la femme qui accouche change, puis de
favoriser cet environnement-là. Qu'est-ce que vous voulez dire par l'état de conscience change? Oui, c'est ça, vraiment. Le cerveau de la femme qui accouche change, dans le sens que les ondes ralentissent, puis on tombe vraiment à un genre de transe. On est un peu dans une zone. OK, c'est un changement physiologique. Oui, Okay. c'est vraiment notre corps super bien fait. Les hormones sont là pour ça. C'est sûr que si vous avez reçu de la médication, ça affecte cette belle chimie-là d'hormones naturelles. Fait que ça, c'est bien de le savoir avant. Comme ça, avant de prendre des décisions, bien, on a un choix plus éclairé. Mais je dirais, pour revenir à votre question sur la préparation mentale et physique, qu'est-ce qui est le plus important? C'est certain que ça dépend de la personne. Si la personne, c'est quelqu'un d'active, qui a fait des mouvements un peu, tu sais, dans son quotidien, qui bouge, parce que si on est assise 8 heures par jour, bien, c'est certain que la mobilité de notre bassin est moins grande. Tout ce qui... Quand on est assis sur son sacrum, ici, c'est en arrière, là, quand on est assis sur son sacrum, on a des ligaments qui se rapprochent. Puis tout ce qui se rapproche, qui n'est pas utilisé, va se durcir, se rigidifier. Fait que c'est sûr que pour le passage du bébé à la fin, on veut quelque chose qui peut se laisser aussi s'étirer naturellement. Puis ça, j'ai des exercices spécifiques à ça. C'est certain que je conseille toujours à mes clientes qui sont assises 40 heures par semaine d'en faire. Puis aussi, de la façon qu'on s'assoit peut influencer. Donc, des fois, c'est des petits trucs, là, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Mais c'est ça, j'ai mis 2 entraînements de 15 minutes sur ma plateforme en ligne qui sont super simples à faire pour préparer le corps. Puis on parle aussi de la poussée dans les cours prénataux pour protéger le plancher pelvien lors de la sortie du bébé. Donc, on a des techniques qui ne sont pas nécessairement enseignées à l'hôpital. Donc, c'est super intéressant de les savoir avant. Pour les personnes comme moi qui ont été athlètes, qui ont eu un passé très, très, très régimenté au niveau de leurs entraînements, puis ça prend comme étape par étape, combien de temps, ceci, tel exercice. Combien de temps devrait consacrer une femme enceinte à partir du 2e trimestre, vous avez mentionné, à sa préparation physique? Bien, faut faire attention pour ne pas être dans la performance. Je pense que... Pas la performance, mais... Savoir un peu à quoi s'attendre. Oui, c'est ça, parce que, je veux dire, on veut que ça se passe le mieux possible, et j'imagine que le plus de temps qu'on passe à se préparer, ça va aller mieux. Oui, c'est certain. Mais je dirais quelques fois par semaine de faire les exercices dont je parlais, les séances de 15 minutes. Puis la préparation mentale, c'est d'y accorder du temps, surtout dans le 3e trimestre. Je dirais, on peut le faire à tous les soirs, écouter la même méditation. Puis vous pouvez l'amener le jour de la naissance aussi pour vous remettre dans cet état-là plus facilement. Et que oui, c'est certain que si on veut un bel équilibre de préparation physique et mentale. Est-ce que c'est possible pour une personne de faire appel à vos services tout en ayant recours aux services du système de la santé? Ah, bien sûr. Souvent, les gens font les cours gratuits du CLSC, puis ils trouvent qu'il y a un manque un peu, surtout dans tout ce qui est gestion de la douleur, puis le mouvement pendant la naissance, parce que je donne des astuces pour faciliter la descente du bébé dans le bassin. Mais les couples, ils veulent... C'est ça, ils sentent et ils disent « OK, non, on veut être outillés ». Ça, c'est mon cours le plus populaire là, de préparation, gestion de la douleur et mouvement, que je l'appelle. Puis, rappelez-moi, vous n'êtes pas là au moment de la naissance. Quand on m'engage comme doula, comme accompagnante à la naissance, là, je suis sur appel à partir de la 37e semaine, oui. Puis, vous avez mentionné tantôt que vous êtes là jusqu'à après 2 heures après la naissance? Oui, c'est ça, au moins. Dépendamment de comment ça se passe, là, on y va vraiment cas par cas. Mais c'est certain que les premières heures pour le débuter l'allaitement sont importantes. Donc, on essaie de mettre ça en place, puis de mettre, c'est ça, il y a toujours des petites interventions de routine pour le bébé qu'on peut voir ce qui a été choisi d'être fait. J'imagine que vous développez des relations très, très, très étroites. Je veux dire, ça fait partie de la game. Vous devez développer des relations très étroites avec les personnes que vous accompagnez. Est-ce que encore, disons, des années plus tard, ils vous appellent encore pour vous parler de leurs enfants? Est-ce que vous avez développé des relations avec les enfants que vous avez aidés à mettre au monde? Ou est-ce que, lorsque vous avez fini, je t'ai aidé, je t'ai accompagné, on met un terme à cette relation? Ou est-ce que la relation continue de se développer par la suite? Ah, mais je trouve que c'est vraiment privilégié de pouvoir être là. Puis oui, de les revoir par la suite. Souvent, je propose à mes clients qui ont donné naissance d'aller les masser à la maison après. Okay.
Puis, je ne fais pas toujours du massage à domicile, mais ça, c'est un beau moment pour le couple. Là. Un à la fois s'occupe de l'enfant. Puis, c'est sûr, oui, quand je les croise, puis vu qu'ils souvent mes clientes, c'est surtout les femmes, mais ils viennent en massothérapie par la suite, fait que je les vois, je continue de les voir. Qu'est-ce que vous pouvez offrir aux personnes que vous accompagnez que le système de la santé ne peut pas offrir? Mais c'est certain que, comme j'ai mentionné tantôt, c'est la présence en continu. Je pense que c'est vraiment ça qui est apprécié. Donc, autant qu'on passe, c'est ça, on passe, oui, les cours prénataux ensemble, qui sont super, on voit ça. Parfois, je fais juste ça, mais à l'hôpital, c'est vraiment d'avoir une personne qu'on connaît, parce qu'on ne sait jamais sur qui qu'on peut tomber. Les infirmières sont géniales, mais d'avoir quelqu'un qui nous supporte, qui nous connaît, qui est là, peu importe le changement. Est-ce que c'est un petit peu comme un membre additionnel de la famille pendant le processus? Bien, ça reste... ami additionnel? Oui, c'est ça. Je pense que ça reste professionnel. Il y a des gens que je connais plus que d'autres. C'est sûr que quand j'ai des amis qui me le demandent, j'ai un faible. Vous êtes un petit peu plus investi là-dedans. Oui, c'est ça. Puis je me suis déplacée... Vous êtes autant investi, je m'excuse, c'est pas vrai. Mais ça reste... ça reste toujours quand même... c'est sûr que c'est professionnel, mais moi, en tant qu'accompagnante, je prends pas la place du partenaire. C'est sûr que c'est leur naissance, c'est leur expérience ensemble. Fait que, oui, je suis investie, mais qu'est-ce que j'essaie de faire aussi, c'est de protéger leur espace. Des fois, c'est de prendre le relais, oui, parce que le partenaire est fatigué, on s'alterne, mais tu sais, je prends pas une si grande place, je pense, parce qu'ils me font confiance, puis ils aiment ça, avoir comme ça, ils ont confiance qu'ils vont avoir quelqu'un comment je pourrais dire, qui est un professionnel, qui sait, tu sais, justement, en plus, c'est sûr que le fait d'avoir le toucher, les gens apprécient avoir les massages pendant l'accouchement, mais on avait déjà vu les techniques de soulagement de la douleur ensemble, et que le conjoint peut en faire aussi. Mais bref, il n'y a jamais personne qui me dit avoir eu trop de support. Oh, tu sais, à un accouchement, il y a plus de gens qui ont dit « Ah, j'ai regretté de ne pas prendre plus de support parce que, justement, les infirmières, finalement, bien, je les connais pas, sont gentilles, mais je les connais pas. » C'est ça. Pour les personnes comme moi, qui ne seront jamais enceintes, qui peut-être un jour auront le privilège d'avoir une conjointe, personne dans leur vie qui va mettre au monde ses enfants, conseillez-nous, qu'est-ce que le partenaire, comment doit-il agir pour être le plus possible au soutien de sa partenaire? Est-ce que c'est prendre un petit peu de recul puis faire quelque chose quand on te dit de le faire? Est-ce que c'est d'être très, très, très encourageant et très, très, très vocal et prendre la place? Comment est-ce que nous devons agir pour que ce soit le mieux possible pour elle? Oui, bien c'est sûr que c'est super de voir comment que les conjoints, ils s'impliquent puis ils veulent être présents, puis c'est bien parce que c'est comme on a remis les hommes dans les salles de naissance, mais on leur a pas dit, tu sais, quoi faire. Fait que c'est un peu ça, les cours prénataux, qui sont appréciés. Puis, ben parce que c'est vrai que la personne, le jour de l'accouchement, ne sait pas comment qu'elle va réagir. D'un accouchement à l'autre, aussi, sa chance. C'est que peut-être qu'elle pensait aimer les massages, mais finalement, elle dit non. Tu sais, reste dans la pièce, mais sort pas. Il y a toutes sortes d'histoires qu'on entend. Mais je pense que l'important, c'est de croire en elle, d'être présent à 100%, puis oui, d'avoir, c'est ça, tous ces petits, je dis mon coffre à outils pour avoir, c'est ça, toutes les techniques pour soulager, mais tu sais, de ne pas attendre avant qu'elle dise qu'elle a faim pour lui proposer quelque chose, qu'elle a soif. Ouais, il faut quand même, je pense, être là, puis à la limite, la femme va dire non. Elle va dire, OK, non. Fait que c'est mieux de se faire dire non que de se faire dire « fais quelque chose ». Je pense que oui. Puis, tu sais, il y a toutes sortes de petits trucs que je donne, comme de ne pas manger des snacks qui sentent trop fort ou d'avoir de la gomme, tu sais, parce que ça peut déranger la personne au travail. Tu sais, d'avoir avec toi, tu sais, du café, tu sais, tout, tu sais, le pas de... Tout pour avoir le confort dans la chambre sans avoir besoin de sortir. Parce que oui, elle a besoin de la présence souvent. Tu ne peux pas nécessairement partir longtemps. Parce qu'un coup que tu arrives à l'hôpital, en fait, il y a une bonne portion de l'accouchement qui se passe à la maison. Oui.
Là, on appelle ça la phase de latence, que les contractions ne sont pas aussi fortes. OK. Mais tu sais, un coup qui sont rendus, qui durent 1 minute ou 5 minutes pendant 1 heure, habituellement, c'est la règle, là, le 5-1-1. Tu appelles à la maternité, puis là, ils vont évaluer, puis ils vont te dire si tu ne te rends pas. Mais un coup que tu es à l'hôpital, c'est travail actif. On dit actif parce que ça bouge plus. C'est que rendu là, tu quittes moins la chambre, c'est sûr que tu es plus présent, puis à l'écoute des besoins. Si une personne veut faire appel à vos services, où est-ce qu'on vous trouve? Qu'est-ce qu'on Google pour vous trouver? Quel site web? Quelle page de réseaux sociaux? Dites-nous tout cela, s'il vous plaît. Ah oui, ça va me faire plaisir. En fait, j'ai beaucoup de ressources sur mon site Internet, à angeaimée.com. Puis, c'est sûr que je fais du contenu gratuit sur mes réseaux sociaux, autant Ange Aimée, Doula Massage, je pense que c'est sur Instagram. Puis, si jamais vous voulez des cours prénataux, j'en offre en privé. Tu sais, je fais des sessions privées. Si c'est dans les Laurentides, je me déplace sans problème. J'en fais aussi en ligne. On peut en faire à distance. Mais j'ai une super journée là, que je refais qui va être le 30 novembre au domaine Saint-Bernard. Donc, on passe la journée puis on voit tous les sujets qu'on verrait, mais surtout on pratique. Puis, vous avez accès à la plateforme en ligne. J'en ai glissé un mot, mais il y a des entraînements et il y a des méditations. Et toutes les ressources que j'ai créées aussi. Donc, vous n'avez pas besoin de vous stresser à tout retenir ou tout savoir. Tu sais, c'est vraiment, vous avez des checklists. Les personnes qui accompagnent aiment ça parce qu'ils peuvent savoir, OK, c'est à ça que je peux m'attendre ou qu'est-ce que je peux faire à chaque stage du travail. Donc, même si ça fait beaucoup d'informations, après, vous avez vraiment les résumés. J'essaie de simplifier. Le plus utile possible. Oui. Merci beaucoup. C'est bien apprécié. C'était super intéressant. À la prochaine, peut-être? Ah oui, ça me fait beaucoup. plaisir. Bonne Bien journée. gentil. J'aime mieux sortir les poubelles que faire mon budget mensuel. Ouvrir la poche de hockey que d'ouvrir mes relevés. Promener Kiki sous la pluie, que gérer mon crédit. Mais si on donnait un peu d'amour à nos finances, J'ai de l'argent dans un fonds d'urgence. on aimerait bien plus ça qu'on pense. Et si on donnait un peu d'amour à nos finances? La Fondation Impact de Montréal et la ville de Saint-Agathe-des-Monts ont inauguré le mercredi 25 octobre dernier un nouveau mini-terrain multisport au parc Aurel-Légaré en présence de plusieurs enfants de la région et de joueurs de la première équipe du CF Montréal. Cet espace moderne d'une superficie de 36 mètres par 18 mètres et conçu pour une durabilité optimale offre aux jeunes un lieu de rassemblement sécuritaire et stimulant pour bouger, jouer et créer des liens. Le maire Frédéric Boué a souligné que cette infrastructure de qualité contribuera au développement social et au bien-être de la communauté, tandis que la présidente de la Fondation, Carney Saputo, a rappelé l'importance d'encourager la participation des jeunes aux activités sportives. Ce projet, réalisé en partenariat avec la Fondation Impact de Montréal dans le cadre d'une initiative visant à implanter 10 mini-terrains multisports à travers le Québec, illustre la volonté commune de valoriser la pratique d'activités physiques inclusives et accessibles à tous. La municipalité d'Amherst a célébré le mois dernier l'inauguration officielle de 2 projets d'envergure. Le Centre d'interprétation du territoire d'Amherst, appelé CITA, et le monument commémoratif Le Gardien du Souvenir, tous deux situés à la nouvelle place Burton-Ledoux. Ces réalisations marquent l'aboutissement de plusieurs années de travail et témoignent d'un engagement profond en faveur du patrimoine, de la mémoire collective et de la réconciliation. Dans son allocution, le maire Jean-Guy Galipeau a souligné que ce centre se veut avant tout un lieu de mémoire, d'éducation et de transmission. Il rend hommage aux Premières Nations, aux familles pionnières, aux bâtisseurs de la forêt et aux mineurs frappés par la silicose, cette maladie qui a marqué l'histoire locale. Le CITA propose 4 grands volets: la reconnaissance des savoirs ancestraux des Premières Nations, la colonisation et l'essor des premières communautés, l'exploitation forestière et son rôle dans le développement régional, ainsi que le drame humain de la silicose et ses répercussions sur plusieurs générations de travailleurs. À quelques pas du centre, le maire a également dévoilé Le Gardien du Souvenir, une œuvre signée par les sculpteurs Adrien Bobin et Philippe Palafré.
Ce monument rend hommage aux mineurs victimes de la silicose et à leurs familles. Le parc où il est érigé porte désormais le nom de place Burton-Ledoux en mémoire du journaliste qui, dès 1948, avait dénoncé publiquement l'injustice vécue par les mineurs de Saint-Rémy-d'Amherst. La cérémonie d'inauguration a réuni de nombreux partenaires. Le chef Lionel White Duck et des représentants de la communauté Anishinaabe de Katigan-Zibi ont salué cette collaboration qualifiée d'inimaginable il y a 40 ans. La députée Chantal Jeannot a pour sa part souligné le caractère exemplaire de la mobilisation ayant mené à la concrétisation du projet et a tenu à reconnaître le leadership du maire Galipeau. Ces projets ont également bénéficié d'un important soutien financier, notamment de la Caisse des Jardins pour le monument, ainsi que du Fonds d'appui au rayonnement des régions, du Fonds Régions et Ruralité et de Patrimoine Canada pour la création du CITA. Le Centre d'interprétation du territoire d'Amherst est désormais ouvert au public. Les citoyens, les familles et les écoles sont invités à aller découvrir cet espace qui allie mémoire, culture et savoir, tandis que la place Burton-Ledoux et son monument demeurent accessibles en tout temps à ceux et celles qui souhaitent se recueillir ou approfondir leur connaissance de l'histoire locale. La municipalité d'Huberdeau informe la population des plus récentes décisions adoptées par le conseil municipal. Le conseil a résolu d'aller en demande d'offres de services pour l'audit des états financiers de l'année 2025. Il a également autorisé le maire Benoît Chevalier et la conseillère Audrey Charon-Brosseau à représenter la municipalité au 12e souper de la Fondation médicale des Laurentides et des Pays d'en haut, qui s'est tenu le mois dernier au Mont-Gabriel. Afin d'améliorer la sécurité et l'aménagement du territoire, l'achat de 2 bacs à fleurs en béton munis de bandes réfléchissantes a été approuvé pour un montant de 2 138 $, taxes et livraison incluses auprès de Béton Bicon. De plus, à la suite d'un appel d'offres sur invitation, la fourniture d'un broyeur pour l'entretien des bords de chemin a été confiée à Delec Canada au montant de 9 649 $ incluant les frais de transport. Un avis de motion et de dépôt du projet de règlement 388-25 modifiant le règlement 352-22 sur le stationnement et la circulation a été présenté. Ce projet est disponible pour consultation sur le site web de la municipalité. Par ailleurs, le responsable des travaux publics a été désigné comme officier chargé de l'application des règlements 352-22 et 351-22, notamment pour assurer une signalisation adéquate et, au besoin, faire remiser les véhicules stationnés en contravention. Le conseil a également autorisé des travaux supplémentaires sur le chemin de la Rouge, proposés par l'entrepreneur de chantier pour un montant de 7 272 $, ainsi que des travaux de concassage d'asphalte recyclé réalisés par les entreprises Pirois au coût de 17 500 $ plus taxes. Afin d'appuyer les projets communautaires, le conseil a autorisé Mme Angélique Bélanger, technicienne en loisirs, à déposer une demande de subvention au programme Nouvel Horizon pour les aînés d'un montant de 25 000 $ pour la rénovation de la cuisine de la salle Louise Laurier. Il a aussi adopté un règlement modifiant un autre règlement constituant le comité consultatif d'urbanisme afin de mettre à jour les dispositions sur le quorum et a également nommé M. Guy Pelletier comme nouveau membre du comité consultatif d'urbanisme. Un budget de 2 000 $ a été accordé pour l'organisation d'activités dans le cadre des Journées de la culture qui se sont déroulées le mois dernier. La municipalité soutient également la lecture jeunesse. Mme Angélique Bélanger, responsable de la bibliothèque Serge Bouchard, est autorisée à déposer une demande de subvention auprès des Desjardins pour un montant de 800 $. Elle présentera aussi deux demandes d'aide financière à la Fondation Tremblant visant à soutenir les fêtes du village et le camp de jour d'Huberdeau. Enfin, le conseil a retenu l'offre de pavage Mont-Tremblant au montant de 27 192 $ avant taxe pour la réfection de la rue du Fer à cheval entre les rues Bellevue et Principale. Cette décision s'ajoute aux nombreuses initiatives locales en cours. La municipalité invite les citoyens à découvrir les activités au village, la recherche d'un bénévole pour le traçage des pistes de ski de fond, le retour du club Litou Lapin à la bibliothèque Serge Bouchard, ainsi que le lancement du tout nouveau site web municipal accessible à l'adresse huberdeau.ca où les résidents peuvent également consulter les changements récents d'adresse courriel des services municipaux. La municipalité de Saint-Donat informe la population que la cheminée en maçonnerie de l'ancien restaurant du coin a été identifiée par Environnement Canada comme un habitat essentiel du martinet ramoneur, un oiseau migrateur protégé inscrit sur la liste des espèces menacées en vertu de la loi sur les espèces en péril. Cette loi fédérale a pour but d'assurer la protection des espèces vulnérables ainsi que des milieux nécessaires à leur survie en conciliant aménagement du territoire et préservation de la biodiversité. En vertu de ces dispositions, la municipalité est tenue de se conformer à toutes les exigences légales sous peine de sanctions et elle a déjà entrepris plusieurs démarches pour sécuriser le site et en limiter l'impact visuel.
Des panneaux explicatifs seront installés afin d'informer les citoyens sur la présence du martinet ramondeur et de clarifier la situation. La cheminée ne peut être démolie pour le moment car elle constitue un refuge pour cette espèce menacée. La loi interdit toute destruction de cet habitat tant qu'un abri de remplacement n'a pas été aménagé à proximité et tant qu'un spécialiste n'a pas confirmé l'absence d'oiseaux durant la saison de reproduction et de migration. La municipalité travaille actuellement à la conception d'un habitat de remplacement en collaboration avec le Zoo de Granby, projet qui sera ensuite transmis à Environnement Canada pour analyse et approbation avant le dépôt d'une demande officielle de permis de démolition. En résumé, Saint-Donat n'a aucun pouvoir discrétionnaire dans ce dossier avant la complétion de toutes les étapes légales, mais demeure pleinement engagé à respecter la loi tout en poursuivant le développement du secteur dans un souci constant de conciliation entre protection de la biodiversité et aménagement durable du territoire. La municipalité de Moore-Knights est fière d'annoncer qu'elle a obtenu la certification municipalité éco-consciente décernée par l'organisme Éco-Corridor Laurentien dans le cadre du programme Municipalité éco-connectée en reconnaissance de son engagement exemplaire envers la conservation des milieux naturels, la protection de la biodiversité et la connectivité écologique. Cette distinction vient souligner la mise en œuvre d'actions concrètes et la mise à jour de cadres réglementaires visant à assurer un aménagement du territoire respectueux de l'environnement et durable à long terme. Parmi les réalisations marquantes, on compte la création de la réserve faunique Sheldon, la reconnaissance officielle de la réserve naturelle Jackson, l'ajout d'une cible ambitieuse de 30 % de terrain en conservation au plan d'urbanisme, ainsi que l'organisation d'activités de sensibilisation telles que la plantation d'arbres lors du Jour de la Terre, la campagne du mois de l'eau menée avec l'OBV de la Rivière du Nord et la tenue d'ateliers municipaux dans le cadre du Jour de l'environnement. La municipalité a également multiplié les communications dans l'Info Moore-Knights sur les pratiques éco-responsables et signé une entente avec Éco-Corridor Laurentien pour soutenir un projet d'installation de caméras permettant d'identifier les corridors fauniques potentiels à l'échelle régionale. Lancé en septembre 2025, le programme Municipalité éco-connectée repose sur la participation volontaire des municipalités et sur leur volonté de renforcer la protection des corridors écologiques et des zones de conservation essentielles à la santé environnementale des Laurentides. Par cette certification, Moore-Knights réaffirme son leadership et son engagement à bâtir en harmonie avec la nature au bénéfice des générations actuelles et futures. Les citoyens souhaitant en savoir plus sur l'initiative peuvent consulter le site web du programme pour découvrir les actions et projets soutenus à travers la région. La municipalité de Valmorin, en partenariat avec Arbre Évolution et le Club Nature Aventure des Laurentides, a réalisé le mois dernier un important projet de reboisement régénératif et nourricier dans le secteur Far Hills du parc régional Val-David-Valmorin. Grâce à la participation de citoyens mobilisés et au soutien de partenaires financiers, 250 arbres et arbustes comestibles ont été plantés afin de régénérer et enrichir la biodiversité de ce précieux écosystème forestier. Près de 200 arbres ont été replantés dans une zone touchée par un chablis, favorisant le rétablissement d'une couverture forestière diversifiée, tandis que 50 végétaux nourriciers ont été plantés près des installations du Club Nature avec l'aide de quelques 40 enfants et de bénévoles retraités. Ce projet collectif, à la fois éducatif et environnemental, a bénéficié du soutien de Global Tourisme, du Fonds immobilier FTQ et de la Fondation Richelieu International qui ont permis l'achat et la plantation d'arbres et d'arbustes. Les dommages causés par le vent sont devenus une occasion d'améliorer l'écosystème et de favoriser la reprise d'espèces nobles, souligne Louis Paquette, directeur du parc régional, remerciant chaleureusement les partenaires pour leur engagement. Depuis 2014, Arbre Évolution a mené plus de 20 projets de reboisement social dans les Laurentides, mobilisant près de 1000 citoyens et plantant plus de 10 000 arbres, renforçant ainsi la lutte contre les changements climatiques et la résilience des milieux naturels. Voilà, c'était tout cette semaine pour votre bulletin de Nouvelles TV Ciel. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine.